Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission, à votre émission Paramètres, l'émission que vous suivez tant. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de continuer avec le même élan, avec la même chaleur, la même ferveur, de pouvoir vous apporter de la matière. La fois dernière, nous avions parlé de la mise en place d'une confédération nationale des coopératives en République démocratique du Congo, qui est pratiquement, on va dire, un syndicat qui est en train justement de suivre de près, de défendre les intérêts des coopératives minières régulièrement installées en République démocratique du Congo. Avec notre invité, nous avions parlé de beaucoup de choses et aujourd'hui, nous sommes en train de poursuivre avec la même thématique et nous sommes en train de parler justement qu'est-ce qui arrive après la mise en place de la Confédération nationale des coopératives minières en République démocratique du Congo, toujours avec le même invité, à savoir Maître Éloi Bundi Boulia, qui est avocat, il est chercheur dans les domaines des mines, expert en mines. Il est le président du conseil d'administration de la dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement, mais aussi membre du comité de crise pour la paix et la sécurité en RDC. Maître Éloi Bundi Boulia, bonjour. Bonjour, Monsieur Nico. Heureux de vous rencontrer encore aujourd'hui. Ah oui, c'est le plaisir est partagé. Nous sommes heureux également de vous avoir sur ce plateau parce que vous apportez de la matière à nos téléspectateurs en ce qui concerne des questions importantes sur les domaines des mines. Et aujourd'hui, nous parlons essentiellement des coopératives minières en République démocratique du Congo. Il y a une confédération, on va dire, les coopératives ont été dotées d'une confédération nationale pour pouvoir justement mieux fonctionner. Et vous, en tant que DICODE, vous êtes en train de les accompagner pour leur permettre justement de fonctionner correctement. Nous avions abordé cette thématique lors de la fois dernière. Nous avions parlé de beaucoup de choses. Vous avez en tout cas longuement expliqué c'est quoi les coopératives. Vous avez également expliqué le mode de fonctionnement des coopératives et la mise en place de cette confédération. Alors, aujourd'hui, Maître Éloi Bundi, la Confédération nationale des coopératives, vous l'avez installée et bien après. Mais maintenant, la question est de savoir maintenant la plus-value nouvelle de cette Confédération nationale des coopératives minières pour les coopératives œuvrant à RDC. Oui, monsieur Nico, nous sommes passionnés vraiment de cette question des coopératives parce qu'en tant qu'acteurs du secteur minier, nous avons compris que c'est le premier maillon de la chaîne d'approvisionnement en minerais provenant de l'exploitation artisanale. Et si déjà à la base les choses ne marchent pas, toute la chaîne sera en mauvaise situation. Et c'est pourquoi nous nous sommes donné ce devoir de nous focaliser sur la question de l'organisation des coopératives minières. De manière individuelle, les coopératives ne seraient pas être efficaces. C'est pourquoi l'OADA a prévu qu'au niveau local, les coopératives puissent s'organiser en union. Deux ou trois coopératives peuvent se constituer en union et plus haut, les unions peuvent devenir des fédérations et plus haut encore, les fédérations peuvent devenir des confédérations. Et la fois passée, nous avons expliqué longuement quel serait le rôle de la confédération, c'est-à-dire défendre les intérêts des coopératives au niveau national. Nous estimons que les coopératives étant situées au niveau des entités territoriales décentralisées, des villages, donc il est difficile de suivre leur dossier au niveau de Kinshasa. Mais si la confédération est fonctionnelle ici à Kinshasa,
les coopératives auront un point focal qui va suivre avec des proximités leur dossier, soit au ministère des Mines, soit au SAEMAP, auprès des autres services publics de l'État. Et la plus-value de la création de cette confédération, c'est que les coopératives n'agissent plus en ordre dispersé. Maintenant, les actions sont coordonnées. Les coopératives doivent avoir un interlocuteur auprès du ministre des Mines. Ce n'est pas tout le monde qui doit aller directement lui-même défendre sa cause, parce que les cas se ressemblent. Les cas se ressemblent et donc il est mieux qu'il y ait un interlocuteur et c'est la confédération. Alors, vous avez dit qu'il faut qu'il y ait un interlocuteur qui est la confédération. Alors, c'est vrai, la confédération est maintenant installée, elle fonctionne déjà de manière correcte, elle est en train de coordonner les choses comme vous l'avez si bien dit. Alors maintenant, après la mise en place de la confédération, tout le monde a salué le travail qui a été réalisé. Maintenant, la grande question aujourd'hui, c'est autour des avancées significatives que cela peut justement avoir. Que peut-on connaître, savoir en termes des avancées maintenant? Oui, les avancées sont encore mitigées parce que c'est à peine il y a 2 mois que la Confédération a été créée. On ne peut pas fonctionner de la manière que nous reprochons aux coopératives. Donc, premièrement, nous devons nous faire enregistrer au SCOP, qui est le service chargé de l'enregistrement des coopératives, des unions, des fédérations et des confédérations au niveau du développement rural. Et c'est l'étape à laquelle nous nous trouvons présentement. Donc, nous sommes en train de faire des va-et-vient au ministère du Développement rural pour que nous puissions arriver à obtenir l'enregistrement de la confédération. Alors, en second lieu, nous devons installer les fédérations. Parce que les fédérations qui ont adhéré à la confédération sont encore aussi dans une situation d'informalité. Et ces fédérations doivent être installées dans chaque province où on retrouve des coopératives. Exactement, c'est l'approche que nous avons choisie. Nous avons choisi que chaque province soit représentée par une fédération. Et donc, nous allons nous rendre dans toutes ces provinces pour que nous puissions rendre effectif le fonctionnement des fédérations. Et donc, ça, c'est la prochaine étape. Ça demande les moyens, ça demande qu'on se déplace. Et la première province qui est prête à ce qu'on puisse aller, c'est le Haut-Uélé. Le Haut-Uélé a déjà réuni tous les moyens nécessaires pour que l'équipe de la DICODE, avec le secrétariat général de la Confédération, puisse les PSC afin d'installer officiellement la fédération du Haut-Uélé. Et là, c'est déjà pour quand? Bon, nous n'avons pas encore fixé la date parce que nous avons souhaité à ce que les points focaux de la Confédération puissent obtenir une invitation officielle du gouverneur des provinces. Sinon, nous ne souhaitons pas aller comme une simple organisation. Nous voulons une implication de l'autorité locale. Et donc, c'est le gouverneur des provinces et nous pensons qu'il va nous envoyer une invitation très prochainement pour que nous puissions effectuer ces déplacements. Alors, parlons des difficultés. Est-ce que jusqu'à ce moment, par rapport à tout ce que vous êtes en train de réaliser comme travail, est-ce que vous rencontrez des difficultés sur le plan juridique, par exemple dans les domaines de la rédaction des statuts pour la formation, par exemple, des coopératives? Nous n'avons pas de difficultés juridiques parce que nous-mêmes, nous sommes des avocats. Le secrétaire général, c'était un avocat. Le coordonnateur de la DICODE, c'est un avocat. Moi-même, vous-même, le président, je suis avocat, donc nous n'avons pas un problème, un problème juridique. Nous savons comment ça s'est fait et nous avons aidé
pour que la confédération soit, que les statuts de la confédération soient élaborés avec la plus grande finesse. Sinon, si ce n'est pas bien élaboré, celui du SCOP, le SCOP va le rejeter et ça ne sera pas intéressant. Mais déjà, les échanges que nous avons eu avec les SCOP, les statuts sont bien élaborés. Et les documents que chaque coopérative met en votre disposition, est-ce qu'il est conforme ou à ce niveau, vous devez encore mettre une touche particulière pour que ça réponde et finalement pour que vous puissiez les déposer au niveau du scope comme vous l'avez dit? Non, ce n'est pas aussi compliqué parce que déjà l'acte uniforme de l'OHADA, si les sociétés coopératives a prévu un modèle type de statut. Donc, que ce soit une société coopérative avec conseil d'administration ou une société coopérative simplifiée, en annexe de l'acte uniforme, il y a un modèle de statut et que tout le monde essaie d'adapter à sa réalité. Donc, il n'y aura pas beaucoup de difficultés quant à ça. Alors, quelles sont les étapes? Nous sommes sur le plan administratif. Alors, par exemple, en ce qui concerne l'obtention de l'agrément au niveau du ministère des Mines, alors, y a-t-il des étapes à pouvoir à suivre pour justement obtenir cet agrément? Parce que c'est important, ceux qui nous suivent ne savent pas comment ça se passe. Il y a même des coopératives, il y a même ceux-là qui nous suivent à partir de l'étranger. Donc, ils aimeraient quand même avoir certaines lumières par rapport à la démarche entamée. Oui, c'est-à-dire que le Code minier a prévu que les coopératives puissent prendre la forme des sociétés coopératives en se référant à l'acte uniforme de l'OHADA. Et donc, la première chose, après avoir élaboré les statuts de manière participative, donc ce n'est pas un statut qui est rédigé par une seule personne dans sa chambre, il les fait signer par ses amis. Non, il faut une sorte d'assemblée générale de tous les coopérateurs. Et dès qu'ils ont un statut qui est signé par les membres, ce statut-là doit être notarié. Et après l'avoir notarié, c'est alors qu'on l'amène au niveau du SCOP pour obtenir l'enregistrement. L'importance de cet enregistrement, c'est que ça donne à la coopérative la personnalité juridique. C'est l'enregistrement qui donne à la coopérative la personnalité juridique. Le fait d'être agréé par le ministère des Mines, c'est une formalité administrative parce que c'est une structure qui œuvre dans le secteur des mines. Et donc, il y a deux étapes. Donc, il y a l'étape de l'enregistrement et l'étape de l'agrément. Mais bien sûr, à l'enregistrement, donc les dossiers, et après que la coopérative a été enregistrée, il faut constituer tout un dossier à déposer au ministère des Mines pour solliciter l'agrément. Donc, ce dossier va comprendre certainement les statuts, il faut avoir les cartes des creuseurs, cartes d'exploitants miniers artisanaux, un minimum de 11, donc, qui doivent être annexés à la demande. Et cette demande n'est pas nécessairement déposée à Kinshasa, mais elle est déposée auprès de la division des mines au niveau de la province. Et c'est la division des mines qui transmet au ministère à travers le secrétariat général. Donc, voilà, et il y a toute une liste de documents annexés. On peut les lire dans le règlement minier. Donc, voilà, ça c'est... Mais est-ce qu'il y a des sanctions qui sont prévues lorsqu'une coopérative fonctionne de manière, on va dire, irrégulière, fonctionne sans pour autant être enregistrée ou obtenu l'agrément du ministère des Mines? Bien sûr que toute obligation implique des sanctions en cas de non-respect. Mais malheureusement, et c'est ce qui tue ce secteur des mines artisanales, c'est qu'il
il n'y a pas suffisamment de rigueur. Beaucoup de coopératives ne sont pas enregistrées déjà au SCOP. Beaucoup de coopératives ne sont pas agréées par le ministère des Mines. Mais elles fonctionnent quand même. Mais malheureusement, ces coopératives fonctionnent. Et il n'y a aucune sanction qui les ait administrées. Et donc, il faut que l'autorité se réveille. Il y a beaucoup de services de l'État Quand vous parlez de l'autorité, là, on voit directement le ministère des Mines. Oui, à le travers ministère ces des services. Mines a beaucoup de services qui sont sur le terrain dans le cadre de la lutte contre l'exploitation minière illégale. Et donc, ces services-là ne devraient pas dormir et être complaisants. Mhm. Parce que si on veut effectivement formaliser, il faut éviter la complaisance. Il faut que les gens, il faut sévir et que les gens se sentent vraiment dans l'obligation de respecter la loi. Mais si on est complaisant, on envoie des missions d'inspection, les missionnaires constatent que les coopératives ne sont pas en règle, mais il n'y a aucune sanction, même une suspension de fonctionnement. C'est déjà une sanction, mais il n'y en a pas. C'est-à-dire que ces coopératives soudoient les missionnaires et disent OK, nous on est parti, OK, on servira prochainement. Mais aucune sanction n'est infligée. Donc voilà, c'est tout ça que nous sommes en train de combattre pour que les services, les secteurs reviennent dans la normalité. Mais on sait quand même que c'est une activité de survie. Et c'est là tout le mal. Mhm. C'est une activité de survie. Donc les gens ils vont par manque d'alternatives. Ce n'est Donc, pas ils n'ont que ça comme activité qui Mm. peuvent qui les nourrit au quotidien. Exactement. C'est-à-dire les gens se trouvent dans une situation où ils n'ont pas d'autres opportunités de travail et ils sont obligés d'aller dans les mines. Donc, à de telles personnes, comment vous saurez leur appliquer toute la rigueur de la loi? Et ils sont en si grand nombre, de sorte que quand on les menace d'appliquer la loi, ils se révoltent et ils sont même au point de menacer les institutions. Nous avons vu plusieurs fois des émeutes, même là-bas, on a menacé les policiers. Et dans le Haut-Ouélé, il y a plusieurs fois des altercations entre les policiers et les exploitants miniers artisanaux. Et donc, c'est tout un questionnement, mais l'État ne peut pas faillir. L'État doit toujours être en mesure d'apporter les solutions. Mais on a quand même entendu que le ministre des Mines avait dépêché d'une équipe très rapidement au niveau du Balaba pour aller justement apporter une solution par rapport à tout ce qu'il y a eu là. Oui, mais la solution a consisté en quoi? La solution a été, c'est-à-dire que le ministère a capitulé dans sa décision. N'oubliez pas qu'il y avait un arrêté qui suspendait le fonctionnement des entités de traitement dans la province de Lualaba et de Apanga. Mais quand vous suspendez les entités de traitement, c'est-à-dire que les coopératives n'ont plus d'acheteurs et l'activité s'arrête de son. Alors, devant cette situation, les crédits se sont révoltés. Ils ont menacé, et ils ont attaqué les institutions, même au niveau local. Et le ministère est obligé de capituler, donc de reculer, pour dire que non, non, je retire mon arrêté. En laissant les entités de traitement continuer à fonctionner dans l'illégalité. Et c'est là tous les dangers. Et donc aujourd'hui, on a laissé les entités continuer à fonctionner, bien sûr avec certaines mesures d'accompagnement, mais on constate qu'au niveau des sites miniers, il y a encore des problèmes. Les coopératives ne sont pas installées sur les zones d'exploitation artisanale, mais par contre, ils sont dans les périmètres concédés, ce qui n'est pas accepté. Les coopératives ne sont pas organisées. Les gens qui travaillent là-bas ne sont pas des personnes éligibles. On retrouve dans ces sites des militaires, on retrouve des sites des étrangers, on retrouve dans ces Même sites des enfants, on retrouve dans ces sites des femmes enceintes. Mais au finish, ces minéraux qui sont exploités dans ces contextes sont vendus aux entités de traitement et exportés vers les pays consommateurs, tout en ne relevant pas le fait que
les droits de l'homme sont sérieusement violés. Et c'est ce qu'on a qualifié à l'époque de minerais de sang Des sangs. ou les minerais de conflit. C'est-à-dire que nous nous retrouvons dans la même situation, mais avec un peu plus de tolérance au niveau de l'administration. Alors, on avance, Maître Éloi. À côté de l'obtention de l'agrément, il y a aussi le ZEA. Alors, une nuance entre l'agrément et le ZEA. Oui, la ZEA, c'est la zone d'exploitation artisanale. Artisanal. Et selon le code minier, la coopérative ne peut fonctionner que dans une zone d'exploitation artisanale, qui est aussi instituée par le ministre de Mines. Et à l'époque du ministre Kabweloulou, les ZEA, quand on agrée une coopérative, on lui affectait directement une ZEA. Ce qui fait qu'on ne pouvait pas s'imaginer qu'il y ait des coopératives qui n'ont pas d'endroit où elles devraient travailler ou qui pourraient se retrouver dans les périmètres concédés. Donc, l'obtention de la ZEA était conditionnée par l'agrément. C'était concomitant. Concomitant. C'était concomitant. C'est-à-dire que le ministre vous signe l'arrêté et immédiatement, il nous attribue une ZEA. Maintenant, aujourd'hui, avec l'intérêt accru que l'on apporte aux minéraux, il y a beaucoup de coopératives qui sont créées, mais sans disposer de ZEA. Et finalement, ces coopératives se retrouvent dans les périmètres concédés ou bien sur des sites qui ne sont pas définis. Et c'est ça, toute l'illégalité. Donc, des sites non éligibles. Pour les sites qui ne sont pas viables, c'est comme ça qu'on les appelle. Non viables. Oui, donc c'est ça la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Alors, 2 mois après l'organisation du forum et la mise en place de la confédération, est-ce que vous vous rappelez du nombre des ZEA que les coopératives que vous êtes en train d'encadrer ont pu obtenir du ministère des Mines? Oui, justement, ça c'est une information que nous avons reçue comme tout le monde, que le ministère venait de créer 64 ZEA, mais nous attendions que la liste soit publiée et que les coopératives minières puissent soumissionner, les solliciter, parce que étant donné que les coopératives maintenant sont très nombreuses, le ministère doit être sélectif. Évidemment. Le ministère doit être sélectif, sélectionner les coopératives qui sont suffisamment constituées afin de pouvoir leur attribuer ces zones d'exploitation artisanale. Mais cela traîne encore, mais j'estime que le ministère est en train de se déployer pour le rendre effectif. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque on octroie une ZEAI coopérative et par la suite, la coopérative constate qu'elle la ZEA qui a été concédée n'a pas suffisamment ou n'a pas de minerais. En ce moment-là, qu'est-ce que la coopérative devra faire? Oui, ça c'est encore un deuxième niveau de problème parce que avant d'instituer une ZEA, il faut des études qui sont réalisées par les services géologiques nationaux. On n'institue pas la ZEA aveuglément. C'est sur base des résultats des recherches qui sont réalisées par les services géologiques nationaux. Donc, il est aberrant de dire que voilà, on a créé une ZEA, on y a affecté une coopérative, mais il n'y a pas de minéralisation. Ça peut étonner. Sinon, ça n'a pas de sens d'être institué si au préalable, il n'y a pas eu des études qui sont réalisées. Alors, et parfois, il y a des ZEA sur lesquels on réalise des études, mais la minéralisation se retrouve à des profondeurs, à des distances très profondes. Mais la coopérative n'a pas les moyens pour pouvoir descendre ou de faire une montagne, faire la découverture.
Et parfois, ces EA-là qui sont attribués aux coopératives sans possibilité de faire la découverture, hein, sont considérés comme des EA non viables seulement par manque de capacité de, 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 de couverture. Et c'est ainsi que le ministre Kabouloulou également avait pris un arrêté en 2011 pour demander aux coopératives de signer des contrats avec des sociétés qui ont l'expérience dans la découverture, qui ont l'équipement nécessaire pour la découverture. Mais Mais lorsque malheureusement, vous citez l'ancien ministre Kabouloulou, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Pourquoi ça a changé? Apparemment, cette procédure-là n'est plus d'application. oui, effectivement. D'abord, Kabouloulou a fait longtemps au ministère et puis il a fait quand même des avancées significatives. Et donc, on continue à les citer comme une référence. Mhm. Mais après lui, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas évolué. Maintenant, nous voyons avec le On ministre, va parler de la régression oui, par avec rapport à la... le ministre Louis Ouattou, qui essaie de relever les niveaux. Parce que les choses étaient vraiment devenues, les choses avaient pris une autre allure, donc il n'y avait plus d'avancée. Quand il n'y a pas d'avancée, on régresse. On est descendu à un niveau plus bas. Parce que les ministères ne fonctionnent pas avec des planifications. Les ministères gèrent les urgences. Parce qu'un ministre qui vient faire une année, comment vous pensez qu'il peut faire une planification? C'est pourquoi, avec le ministre Ouattou, nous comprenons qu'il commence à un niveau très bas et il est en train de relever les niveaux. Donc, il faut qu'il ait suffisamment de temps pour pouvoir réaliser sa vision. Mais si on arrive à des changements intempestifs, mais on ne va pas avoir aussi des résultats. Donc, cette question des EA, elle est capitale. Et même plusieurs fois dans les conseils des ministres, les chefs de l'État ont demandé qu'on puisse créer les EA. Mais c'est devenu comme une chanson. Alors, créer les EA, mais ça ne se réalise pas. Alors, il faut donner au ministre l'occasion ou l'opportunité de réaliser sa vision et donc d'arriver à stabiliser cette question des EA et que effectivement les coopératives puissent travailler à l'endroit idéal et non pas dans les périmètres concédés où elles sont en train de se battre au quotidien avec les titulaires de droits miniers. Donc, il faut vraiment du travail et c'est là où nous donnons notre main d'association au ministère parce que la Confédération a pour but de rester en contact permanent avec les ministères pour que les problèmes soient résolus ensemble. Pas seulement le gouvernement qui agit comme il l'entend, mais avec la complicité des coopératives minières. Aujourd'hui, Maître Loy, vous êtes sans ignorer que les coopératives éprouvent énormément de difficultés, hein, on va le dire donc comme ça. Mais est-ce que une coopérative qui a déjà obtenu sa zone d'exploitation artisanale et qui commence à fonctionner et qui, à un moment donné, constate qu'il éprouve certaines difficultés, est-ce qu'il peut sous-traiter une partie de sa ZEA à un opérateur privé? Oh, la coopérative n'est pas propriétaire de la ZEA. La ZEA, c'est une propriété de l'État. Mais dans tous les cas, je vous parle de l'arrêté qui a été pris en 2011 et qui a autorisé aux coopératives de signer des protocoles d'accord avec les sociétés capables de les aider à faire la découverture. C'est une brèche. C'est une brèche pour que les coopératives puissent avoir des partenaires et donc d'autres sociétés qui peuvent collaborer avec elles pour une mécanisation. Parce que déjà faire la découverture, ça demande des équipements. Quelqu'un ne peut pas amener des équipements pour faire la découverture et vous lui dites qu'après avoir fait la découverture, il retire ses machines
il part le parquet loin, loin du site minier. S'il a amené les machines pour la découverture, ça sous-entend que ces machines peuvent également être utilisées pour, comme si ce sont des excavatrices, pour creuser, pour avoir beaucoup plus de quantité de minéraux. Évidemment. Et donc, cette ouverture-là, il faudrait l'exploiter plus profondément pour comprendre quelle a été la philosophie du ministre. C'était que les coopératives puissent signer des partenariats pour amener les machines sur les sites et entamer le processus de mutation vers la petite mine. Voilà. Alors, on revient sur les défis des coopératives. Il y a eu maintenant l'installation de, disons, la mise en place de la Confédération nationale. Alors, qu'est-ce qu'on peut noter comme nouveau défi dans la manière de fonctionner des coopératives? Parce qu'il y a une étape qui a été franchie, maintenant, des nouveaux défis. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un défi permanent. Le défi permanent, c'est le défaut d'enregistrement au scope, au service des sociétés coopératives. Le fait de ne pas être enregistré implique que les coopératives n'ont pas de personnalité juridique. N'oubliez pas que Là, elles fonctionnent en dents d'ici. Oui, non, dans l'illégalité. Dans l'illégalité. Elles ne sont pas suffisamment constituées. N'oubliez pas que lorsque la mise en place du SCOT a traîné, les coopératives ont commencé à se faire enregistrer au RCCM, Registre du commerce et du crédit immobilier. Donc, les coopératives étaient en quête d'une structure qui va les aider à obtenir cette personnalité juridique. Mais les coopératives qui se sont enregistrées au RCCM, ce n'est pas légal du tout parce que la loi, elle, déjà a dit qu'elles doivent se constituer conformément à l'acte uniforme de l'OHADA sur les sociétés coopératives. Mais elles ont cherché un raccourci, mais qui ne les a avantagées en rien. Mais aujourd'hui que leur service d'enregistrement existe, elles devaient accourir. Parce que si elles n'ont pas cette personnalité juridique, elles ne peuvent pas contracter. Parce que ce sont des personnes morales. Pour qu'une personne morale puisse contracter, elle doit achever la procédure de sa constitution. Donc, si la personne morale n'est pas suffisamment constituée, elle ne peut pas contracter. Et c'est ainsi que les coopératives ont même du mal à contracter des crédits auprès des institutions financières. Parce que ces coopératives-là ne sont pas reconnues. Ne sont pas reconnues légalement. Et donc, tu comprends que c'est un grand défi auquel nous sommes en train de nous attaquer. Ramener d'abord les coopératives au niveau d'être enregistrées pour qu'elles jouissent de cette personnalité juridique qui leur permette d'agir correctement. Donc ça, si nous arrivons à franchir ces défis, c'est-à-dire faire enregistrer toutes les coopératives sur le registre des sociétés coopératives, j'estime que nous aurons fait un grand pas et nous aurons apporté une grande contribution pour les coopératives dans notre pays. Mais ce n'est pas facile, il y a toujours des brebis galeuses, malgré tous les efforts que vous êtes en train de consentir, mais il y a toujours de ceux-là qui sont en train de voir autrement ce qui doivent être fait, leurs responsabilités, mais aussi le travail que vous êtes en train d'abattre, peut-être. Il y a de ceux-là qui, en tout cas, continuent à traîner le pied. Oui, monsieur Nipo, c'est la raison de toute cette communication. C'est-à-dire que si nous avons décidé de communiquer, de parler, donc de donner plus de voix pour que les coopératives puissent se comprendre, si nous devons nous sacrifier pour descendre dans les provinces, pour arriver au Haut-Ouélé, il n'y a pas un vol régulier qui fait le Kinshasa jusqu'au Haut-Ouélé. Nous devons passer par Kampala avec Éthiopia pour que nous puissions aller au Haut-Ouélé.
Et vous comprenez tous ces efforts. Alors, si nous sommes en train de faire cette communication, si nous sommes en train de déployer ces efforts, c'est pour effectivement arriver à atteindre toutes ces brebis galeuses, tous ces rétracteurs, réfracteurs, et arriver à obtenir les résultats. Mais comment est-ce que l'État congolais, par le biais du ministère des Mines ou d'autres services, plusieurs de ces services, peuvent notamment accompagner les coopératives à pouvoir améliorer leurs conditions de travail, mais aussi, bon, on ne va pas dire leurs conditions de vie, mais leurs conditions de travail? Oui, le ministère des Mines a des services. Et l'un des services du ministère des Mines, c'est le SAEMAP, Service d'encadrement et d'assistance de l'exploitation minière salale et à petite échelle. C'est le bras du gouvernement qui est chargé de pouvoir procéder à l'appui et l'accompagnement des coopératives minières. Mais le SAEMAP, c'est un service étatique qui est parfois dépourvu de moyens de sa politique. C'est ainsi que l'appui aux coopératives ne devrait pas être réservé seulement à l'État. Il faudrait que la collaboration entre les coopératives et les acheteurs, qui sont les entités de traitement ou les comptoirs, puisse être réglementée. Parce que pour qu'une entité de traitement soit agréée ou qu'un comptoir soit agréé, dans son dossier, on doit priver l'accord avec la coopérative auprès de laquelle l'entité s'approvisionne ou le comptoir. Mais ce contrat-là est trop léger. Ce contrat devrait être un contrat gagnant-gagnant. Celui qui achète les minéraux sans connaître les conditions dans lesquelles ces minéraux ont été produits, il n'est pas en bonne posture, parce que le guide de l'exercice du devoir de diligence oblige à ses acheteurs de pouvoir exercer le devoir de diligence. Et juridiquement, c'est une faute. C'est-à-dire, non, l'exercice du devoir de diligence, bien sûr, c'est une norme internationale, mais ce guide de l'OCDE a été intégré dans les corpus législatifs de la RDC. Donc, ça devient effectivement une faute, mais pour être quelque peu plus léger, on parle d'incidents. D'incidents, c'est-à-dire que ce sont les non-respects de toutes ces normes, soit pondérés comme des incidents qui doivent être mitigués. Donc, il faut un travail pour amener à mitiguer ces incidents. Et donc, ces entités de traitement, ces comptoirs qui n'exercent pas le devoir de diligence sont fautifs. Et parmi les exigences du devoir de diligence, c'est effectivement améliorer les conditions de travail. On ne peut pas voir dans un site les gens qui sont dans l'eau, une eau boueuse, du matin au soir, pieds nus. C'est pas acceptable. Les entités de traitement, les comptoirs qui achètent les minéraux produits dans ces conditions, sont fautifs. Et donc, tu comprends, cher Miko, que le travail est très, très grand et le SAEMAP lui-même ne saura pas le réaliser. C'est la raison pour laquelle nous, comme société civile, nous apportons notre concours pour pouvoir aider le SAEMAP et l'État à s'en sortir. En fait, mais votre concours ou votre apport s'avère toujours limité parce que l'État, c'est quand même le bailleur des fonds. Oui, notre concours, bien notre apport est bien sûr limité, mais au moins nous investissons plus dans la communication, dans le rapportage, dans le monitoring. Pour mettre l'État devant ses responsabilités en même temps. Exactement. Nous investissons dans les monitoring. Nous sommes en mesure de donner le détail sur chaque site minier, où qu'il se trouve. Sur tel site minier, par exemple, les sites de Sassa, en territoire de Cambodge,
dans les Hauts-Katang. Nous sommes en mesure de donner la situation sur ces sites et alerter les autorités à pouvoir intervenir le plus rapidement possible. Donc, notre travail n'est pas nécessairement d'aller appuyer les coopératives en matériel de safety, par exemple, et de sécurité individuelle, mais quand nous constatons que là-bas, le travail, c'était les exploitants travaillent sans outils ou matériel de protection individuelle, nous relayons l'information pour que des mesures correctives soient prises. Et donc, ce n'est pas un travail négligeable, mais arriver à les réaliser, c'est pas aussi évident. Alors, la Confédération nationale des coopératives est mise en place. On va revenir encore et encore sur la mise en place de la Confédération. Alors, la Confédération défend les intérêts des coopératives, mais cela n'empêche pas qu'il y ait, on en a parlé, des coopératives, on a parlé des brebis galeuses. Alors, bien qu'il y ait mis en place la Confédération nationale des coopératives minières, mais il y a encore des coopératives, des façades ou encore, on va les dire comme ça, des coopératives formelles. Est-ce qu'il y a une différence par rapport à ces deux concepts? Oui, il y a ce que nous appelons les coopératives de mallettes. Et dans la constitution de la qui n'ont pas de bureau, qui n'ont pas de documents, qui n'ont pas d'adresse, qui n'ont pas d'adresse. mais qui, par leur relation avec le ministère, ont pu peut-être décrocher un arrêté. Donc, ils ont obtenu un arrêté, ils circulent ici à Kinshasa, ils cherchent des partenaires, mais en réalité, ce sont des coopératives qui n'existent pas. C'est ce qu'on appelle les coopératives des façades. Voilà. Et il y a une autre réalité, c'est que ces gens de coopératives sont constitués par les fondateurs, peut-être avec quelques membres de famille. Ils s'organisent avec les agents de la division des mines pour avoir quelques cartes de creuseurs à pouvoir mettre dans les dossiers. Mais en réalité, ce ne sont pas des creuseurs. Et finalement, ils s'approprient un site minier quelque part, soit dans un périmètre concédé, soit dans une aire qui est libre. Mais lui et le creuseur, il n'y a pas de symbiose. Mm-hmm. Il est comme un tiers vis-à-vis des creuseurs. Alors que l'esprit de la coopérative, ce sont des creuseurs qui se mettent ensemble de manière démocratique. Ils font une assemblée générale. Mm-hmm. Ils élisent l'un de leurs comme leur président. Les autres constituent les comités. Mm-hmm. C'est ça la coopérative. Ce n'est pas une coopérative qui se crée par des quidam ici à Kinshasa, obtient un agrément et va maintenant régenter un groupe de creuseurs artisanaux pour les exploiter à son bénéfice. Tu vois que toute la logique de la coopérative est faussée. Et c'est tout cela que nous sommes en train de combattre. Mais vous, en tant qu'expert dans le domaine des mines, alors, qu'est-ce que vous pouvez préconiser comme mesure coercitive, justement, pour contraindre ces genres de coopératives non viables à pouvoir fonctionner? Vous, comme vous le savez, on vient de créer l'inspection générale des mines, n'est-ce pas? Mm-hmm. L'inspection générale des mines ne doit pas s'arrêter seulement aux mines industrielles. L'inspection générale des mines doit descendre jusque dans les mines d'exploitation artisanale. Conformément aux instruments juridiques internationaux, c'est-à-dire les normes internationales de l'OCDE, le mécanisme régional de certification, qu'on avait mis en place des équipes d'inspection des sites miniers. Mais ces équipes d'inspection des sites miniers artisanaux ne fonctionnent pas faute de moyens. Et c'est ainsi que nous avons sollicité que l'IGM puisse récupérer ces attributions-là
d'inspection des sites miniers d'exploitation artisanale. Cela permettra à ce qu'il y ait un suivi, il y ait un regard sur le fonctionnement des coopératives. Lorsque l'IGM arrive et constate que quelle coopérative ne fonctionne pas réellement, au lieu de laisser la tâche à la division des mines et SAEMAP, que l'IGM intervienne pour sanctionner ce genre de coopératives. Et on aura réussi à mettre de l'ordre dans le secteur. Alors, Maître Eloi, nous sommes en train d'étendre déjà vers la fin de notre émission. Alors, face à l'insécurité constatée dans certaines zones, alors comment est-ce que les coopératives peuvent être des véritables vecteurs de paix? Oui, les coopératives sont attendues comme des vecteurs de développement. Mais aussi, le développement, hein, c'est devenu notre appellation de la paix. Il n'y a pas de paix sans développement, mais aussi il n'y a pas de développement sans paix. N'est-ce pas? Donc, pour que les coopératives soient éperpéries à être des vecteurs de paix ou de développement, il faut qu'elles se conforment à la loi. C'est ce que nous appelons la formalisation. À la formalisation, il faut lier la professionnalisation. C'est-à-dire que l'activité des exploitants miniers artisanaux ne doit pas rester une activité de survie. Ça doit devenir une profession. Quelqu'un, de manière libre, sans pression, choisit de devenir exploitant minier artisanal. Il entre dans une coopérative et il exerce cette activité avec fierté et en y tirant tous les grands bénéfices. N'est-ce pas? Donc, d'abord que l'activité soit formalisée, que l'activité soit professionnalisée. La formalisation, c'est la conformité aux lois et règlements en vigueur. La professionnalisation, c'est le fait que les gens en trouvent une profession, hein, et qu'elle soit respectée par tout le monde. Mais il y a un troisième niveau, c'est la mécanisation. On doit quitter les niveaux d'utiliser les outils rudimentaires, je vais dire, pour que les activités, l'exploitation minière artisanale soient mécanisées. C'est-à-dire qu'on utilise le matériel semi-industriel. Et dès qu'on atteint ces niveaux, c'est alors qu'on peut créer des millionnaires, comme le veut le chef de l'État. Créer des millionnaires congolais à travers l'exploitation minière artisanale. C'est-à-dire qu'il y a une coopérative qui a des excavateurs, qui a des camions. Je suppose quand même que sa production va augmenter et il va se faire suffisamment de moyens. Et alors, il peut accéder à des millions. Il peut signer des accords avec des acheteurs au niveau local ou international et il va rentrer dans ses charges et réaliser les bénéfices. Voilà un peu le schéma qui peut amener les coopératives minières à être des vecteurs de paix et de développement. Voilà, mais à travers tous ces éléments que vous avez cités, vous avez relayé d'ailleurs le propos du chef de l'État qui veut que les coopératives minières, justement, donc à travers l'exploitation minière artisanale, que des Congolais deviennent des millionnaires. Mais ces coopératives-là manquent suffisamment d'informations. Alors, en dehors du fait que la confédération soit mise en place, mais vous, en tant qu'expert, en tant que structure qui accompagne ces coopératives, vous, en tant que DICODE,
qu'est-ce que vous prévoyez? Est-ce que vous prévoyez dans votre Caneva, est-ce qu'il est prévu des séances, des mises à niveau avec toutes ces coopératives où vous les réunissez, non pas seulement pour l'organisation d'un forum, mais des séminaires de mise à niveau où vous êtes en train de leur inculquer tous ces savoirs-là pour qu'ils prennent évidemment conscience de ce qu'elles sont pour que finalement ils exploitent leur intelligence et leur potentialité pour devenir effectivement millionnaires. Oui, bien sûr que l'ADICODE a mis en place tout un projet, un programme d'accompagnement des coopératives minières. Et dans ces programmes, il y a beaucoup de formations qui sont prévues. Il y a des formations avec des modules sur l'organisation, sur l'administration, sur la gestion financière des coopératives. En ce qui concerne le secteur de l'or, on va même il y a des modules sur la réduction de l'utilisation du mercure. Parce qu'il est interdit d'utiliser ce genre de produits chimiques dans l'exploitation minière de l'or, étant donné que ce sont des substances qui ont un impact négatif sur la vie de l'homme et sur même l'environnement. Alors, si on n'apprend pas aux gens à pouvoir abandonner ce genre de procédés, par exemple, il y a ce qu'on appelle la luxiviation. Donc, mais d'utiliser des méthodes qui sont bio, c'est-à-dire des méthodes qui ne polluent pas l'environnement. Tout cela relève d'un certain apprentissage. Et nous avons des modules dans ce sens pour former les coopératives pour la réduction de l'utilisation du mercure dans la collecte de l'or, mais aussi la protection de l'environnement. L'environnement aujourd'hui devient un devoir civique, humanitaire. La protection de l'environnement. Tout le monde doit contribuer à la protection de l'environnement. Mais vous savez que l'activité minière, c'est parmi les grandes activités destructrices de l'environnement. Là où on creuse, on cherche à atteindre la roche, on détruit tout ce qui est végétation, n'est-ce pas? Évidemment. Mais il faut... Et souvent, ça se fait sans le respect des normes. Tout à fait. Si on n'arrive pas à réhabiliter cet environnement qui est détruit, assurez-vous que la nature va se passer à un moment donné, et c'est alors qu'il y aura des catastrophes, il y aura des éboulements, et des vies humaines vont en pâtir, et des grandes étendues peuvent même être emportées. Donc, nous avons des modules de formation, nous sommes en train de négocier des contrats avec des partenaires techniques et financiers pour qu'ils puissent nous accompagner, parce que tout cela demande des moyens financiers. Et donc, nous sommes conscients de la grandeur de la tâche, mais nous faisons de notre mieux pour arriver à proposer certaines solutions. Alors, M. Doigt, on va terminer cette question. Quel appel faites-vous au gouvernement de la République, justement, pour sauver et relancer de modèles coopératifs miniers en République démocratique du Congo? Oui, notre recommandation est contenue dans les rapports du forum. Nous avons demandé au gouvernement d'être plus proche et coopérative, en mettant bien sûr en place ce cadre d'échange entre les coopératives et le ministère. Ce n'est que lorsqu'il y a un cadre permanent de dialogue, de concertation permanent, même 2 fois par an, que le ministre saura les vrais problèmes des coopératives et qu'il pourra y apporter des solutions appropriées. Donc, nous venons réitérer cette demande. Nous avons déjà, le ministre a rehaussé de sa présence les forums. Nous continuons à avoir des échanges entre lui, entre le cabinet et nous-mêmes. Et nous proposons que nous puissions organiser une 2e session du forum dans la province de Lualaba au mois de septembre.
Donc, si nous avons la représentation du ministère, ça sera vraiment un signal très fort que le ministère est avec nous. Et on ne va pas finir cette émission sans pour autant dire un mot par rapport aux coopératives qui nous regardent et qui vous regardent. Oui, et les coopératives leur demandent, leurs leaders, d'être pratiques. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des idées préconçues par rapport aux coopératives et qui ont fonctionné de n'importe quelle manière depuis toujours. Mais quand on leur parle du changement, c'est depuis 2010 que notre pays a ratifié le traité de l'OHADA. Et donc, c'est une réforme que nous sommes en train d'introduire dans les secteurs miniers. Les coopératives qui ont été créées avant étaient créées sous forme d'ASBEL. Mais aujourd'hui, les coopératives ne sont plus des ASBEL, ce sont des sociétés opératives. Et doivent lier à l'aspect social l'aspect commercial. Ça doit être des hommes d'affaires, tout en ayant un caractère social. Elles doivent prendre conscience de ces aspects des choses importantes. Absolument. Et nous avons même un module sur l'entrepreneuriat des coopératives. Les coopératives doivent être des entreprises. Quand on est une entreprise, on fait des bénéfices et donc on contribue au développement du pays et donc on améliore le vécu quotidien et les choses changent. Voilà. Voilà, merci beaucoup, Maître Éloi Bundi Boulia. Là, c'était votre mot de conclusion et vous étiez en train de vous adresser aux coopératives. Il ne nous reste qu'à vous dire en tout cas merci d'avoir été sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation pour éclairer la lanterne des téléspectateurs en ce qui concerne le fonctionnement des coopératives. Je vous remercie, M. Nico. Merci beaucoup. Nous rappelons à nos téléspectateurs qui nous regardent que vous êtes avocat, vous êtes praticien du droit, vous êtes expert dans le domaine des mines, vous êtes le président du conseil d'administration de la dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement. Vous êtes également membre du comité de crise pour la paix et la sécurité en RDC. Merci. Merci, très chers téléspectateurs. Merci de nous avoir regardés. Merci d'avoir regardé votre émission. Aujourd'hui, nous avions poursuivi avec l'émission que nous avions commencé la fois passée sur